L'échiquier international, soyez les bienvenus. La Russie a rendez-vous avec les élections présidentielles. Est-il sur le point de rempiler pour un 5e mandat? En tout cas, la presse occidentale l'affirme d'emblée. Vladimir Poutine, bien sûr, qu'on disait fini, malade, fragile, isolé à cause notamment de l'opération spéciale en Ukraine. Ils sont tout et pour tout, en tout cas, 100 millions de Russes à voter, 2 millions à l'étranger. Poutine, bien entendu, fait partie des candidats. Face à lui, 3 autres candidats pour se présenter pour le poste suprême au Kremlin. Le taux de participation avoisine actuellement les 70%. Les résultats devraient tomber dans quelques heures, mais les sondages mettent Vladimir Poutine en pole position, il faut le dire. Mais ce soir, on a voulu surtout évoquer le phénomène Poutine, lui qui a réussi à remettre la Russie au centre de l'échiquier international. Poutine, c'est d'abord un bilan économique et au-delà, un rééquilibrage du monde face à l'hégémon américain. On en parle avec notre invité de marque et c'est tout de suite. Vladimir Poutine, on le disait, en pole position pour remporter le scrutin, le 5e mandat. Mais au-delà du rendez-vous électoral, on a voulu surtout parler de la Russie de manière générale. Et pour ça, je reçois Jacques Sapir, économiste clé, qui connaît bien la Russie. Jacques Sapir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, on le disait, hein, Vladimir Poutine en passe de rempiler pour un 5e mandat, au-delà des critiques qu'on entend ici ou là, surtout de la presse occidentale, il faut le dire. Emmanuel Todd, lui, parle d'une démocratie russe autoritaire contre les démocraties nihilistes zombies désacralisées du côté de l'Occident. Qu'est-ce que Jacques Sapir, lui qui a rencontré Poutine d'ailleurs, qui travaille en Russie, qui parle russe, peut nous dire sur ce rendez-vous électoral ? Alors, c'est un rendez-vous électoral qui est important, essentiellement pour vérifier que le peuple est bien, si vous voulez, bien derrière son gouvernement. Et c'est pas simplement la question de Vladimir Poutine qui est en cause. Hein. On a toujours tendance en Occident à beaucoup trop personnaliser le pouvoir en Russie. Ce pouvoir en Russie, bien sûr, il s'incarne dans le président de la République, qui a d'immenses pouvoirs, mais le pouvoir en Russie, c'est aussi le gouvernement, ce sont aussi les gouverneurs. Alors donc, ça, c'est un premier problème. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, personne n'a de doute sur le fait que Vladimir Poutine sera réélu, mais il est intéressant, et il sera intéressant, en particulier quand on aura les résultats, de regarder comment, grosso modo, 35 à 40% des votes, Poutine aura probablement entre 60 et 65, peut-être 68, 69% des suffrages, mais donc, comment le reste des suffrages exprimés se sont répartis sur les différents candidats dits d'opposition. Alors, il y a 2 candidats qui sont des candidats traditionnels. Il y a le candidat du KPRF, M. Slutsky, il y a le candidat du LDPR, M. Slutsky, il y a le candidat du KPRF, M. Kharitonov, et on a un candidat d'un nouveau parti qui s'appelle Force Nouvelle. Voilà, on avait dans les derniers sondages qui ont été faits la semaine avant les élections, un très grand nombre d'indécis. 17% des électeurs russes ne savaient pas encore pour qui ils allaient voter. C'est quand même assez important en Russie. Et c'est là où on verra un petit peu comment se positionne l'opinion. Est-ce que ces 17% vont voter contre les candidats des vieux partis, qui sont d'ailleurs des personnes chacune assez âgée, Kharitonov a 75 ans, Slutsky en a 60, ou vont-elles plutôt voter pour ce nouveau candidat d'un nouveau parti qui, lui, n'a que 39 ans? Voilà, c'est un petit peu ça la véritable question que l'on peut se poser avant les élections.
Alors, on voulait aussi ce soir, avec vous, Jacques Sapir, questionner le phénomène Poutine. On parle souvent de l'âme russe. Tout au long de l'histoire, la Russie n'a pas pu asseoir un État. C'est vrai, au temps de Pierre le Grand, mais aussi des tsars. Peut-être une exception pour Catherine la Grande. En tout cas, les Russes ont donc la mémoire longue. Est-ce que Poutine, malgré tout, n'est pas enfin le gage d'une stabilité d'un État et que tout changement rappellerait aux Russes peut-être de vieux traumatismes? Oui, c'est certain. C'est certain que Poutine, et il en joue d'ailleurs dans son discours, il joue largement de cela, apparaît aujourd'hui comme le candidat de la stabilité en Russie. Alors, il faut toujours se souvenir que Poutine arrive au pouvoir, donc il succède à Boris Yeltsin, alors que la Russie est en lambeaux. Les 9 années de la transition, qui vont de 1981 à 1999-2000, ont été des années terribles. Le PIB a été divisé par 2, le niveau de vie s'est effondré, les inégalités ont aussi largement explosé. Et par rapport à ça, dans ces 2 premiers mandats, parce que je pense qu'il y a 2 Poutine, dans ces 2 premiers mandats, Poutine a présidé à la reconstruction de l'État, au redémarrage de l'économie, qui, en parité de pouvoir d'achat, par exemple, a dépassé les économies de la France, de l'Italie dès 2003, et a surtout reconstruit la puissance de l'État au niveau international. Après l'intermède de Dimitri Medvedev, qui donc sera élu pour 4 ans, donc de 2008 à 2012, Poutine est réélu, des modifications constitutionnelles lui permettent de se représenter, et là, il y a autre chose qui se passe. Et cette autre chose, c'est le fait que la Russie commence à, je dirais, regarder de moins en moins vers l'Europe et regarder de plus en plus vers l'Asie et le tiers-monde. Ce que l'on appelle aujourd'hui le tournant vers l'Asie, qui évidemment a été imposé par les sanctions occidentales qui ont été prises depuis 2002, il était en réalité en germe depuis 2008-2010. Il faut comprendre que c'est quelque chose de très ancien. Donc voilà, Poutine représente la stabilité, il joue de ça, c'est évident, mais c'est quand même un argument extrêmement important pour les Russes. Alors, les chiffres, justement, Jacques Sapir, Poutine, c'est surtout un bilan économique solide, avec 3% de croissance, quand l'Union européenne table, et encore difficilement sur un modique 0,5. Celle des États-Unis est donnée entre 2,5 et 3, sauf qu'on n'arrive pas vraiment à lire la croissance américaine à cause des relances monétaires de la Fed. C'est toujours compliqué de parler de la croissance américaine. Mais la Russie, c'est aussi 3% le niveau de chômage est passé en dessous des 3%. Surtout, ce qui étonne, c'est que ces chiffres tombent après 2 ans de guerre en Ukraine. On rappelle les propos de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français, qui tablait sur l'effondrement de la Russie. Elle n'a pas eu lieu, mais au-delà, on a tous été surpris, je crois, avec quelle facilité l'économie russe a pivoté si rapidement pour devenir une économie de guerre. Alors, attention au terme, la Russie n'est pas une économie de guerre. On ne doit parler d'économie de guerre que quand il y a la conversion de toute une série d'industries civiles vers la production militaire. Ce qui n'est pas le cas actuellement en Russie. Le secteur des économies civiles se développe aussi rapidement que les secteurs qui sont liés à la guerre. Et d'ailleurs, la part des dépenses militaires dans le PIB reste faible. Bon, bien sûr, on est autour de 6,5%, peut-être 7% du PIB. C'est certes très important pour un pays qui serait en paix, mais ce sont des chiffres qui sont inférieurs à ce que représentait le poids de la défense dans le PIB américain, par exemple, dans les années 60. Surtout, Jacques Sapir, il y a le déficit public russe qui est de 1,9%. C'est vrai que ça étonne, on a l'impression d'être en temps de paix, parce qu'en temps de guerre, avoir un tel déficit, c'est faible, c'est modique. Tout à fait, tout à fait. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est dû aux recettes d'exportation, parce que les sanctions ont été incapables de toucher les recettes d'exportation, et aussi du fait de la forte croissance. Alors,
nous avons eu en 2022 une petite récession, moins 1,2%. Nous avons eu en 2023 une forte croissance qui, selon les estimations, parce que nous n'avons pour l'instant que des chiffres d'estimation, il faut dire, Oui. nous sommes encore loin d'avoir les chiffres définitifs, serait entre 3 et 4%. Et ça, évidemment, quand vous avez une telle croissance, par ailleurs, vous avez eu aussi une très forte croissance de la consommation l'année dernière, eh bien, à travers la TVA, ça rapporte de l'argent au budget de l'État, tout simplement. Comment se porte la classe moyenne russe, Jacques Sapir? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle s'élargit? Comment est-elle? Parce que c'est un indicateur clé pour voir si une société est en voie de progrès économique ou de progrès en général. Oui, alors d'abord une chose, la classe moyenne russe, elle existe, elle se voit, pas seulement sur Moscou et sur Saint-Pétersbourg, quand vous allez dans des villes comme Nijni Novgorod, comme Kazan, comme Yekaterinbourg, ou encore comme Novosibirsk, vous la voyez. Ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est le fait que une partie des gens qui étaient pauvres, qui étaient donc, si vous voulez, sous les 50% de la médiane, une partie de ces gens ont profité de la situation de guerre. C'est un peu cruel de le dire comme ça, mais en réalité, la guerre a enrichi en fait, les gens qui étaient considérés comme pauvres, et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que cette classe moyenne est en train de croître par le bas. Si vous voulez, il y a de nouvelles catégories sociales qui sont en train de rentrer dans la classe moyenne, et c'est dû à la fois aux mesures de soutien économique pour la population, aux mesures de soutien pour l'acquisition d'un logement. Et il faut savoir qu'il y a énormément eu d'hypothèques aidées, parce que, bon, l'hypothèque, c'est l'équivalent du crédit logement en France, et ce qui est utilisé très largement, non seulement pour les gens qui partaient à la guerre, pour leurs familles, pour les gens qui travaillaient dans l'industrie militaire, ça on en a beaucoup parlé, mais aussi pour les familles avec un enfant, un, deux, trois enfants. Par exemple, il faut savoir qu'en Russie, les allocations familiales commencent dès le premier enfant. D'accord. Alors qu'en France, c'est le deuxième ou le troisième, par exemple. Bon, donc, ça correspond aussi aux problèmes démographiques que rencontre la Russie. Et là, si vous voulez, toutes les familles avec un enfant ont accès à ce qu'on appelle les hypothèques familiales. Donc, elles peuvent acheter un logement avec un taux d'intérêt sur leur prêt de 6%. Alors, 6%, le taux d'inflation est de 7,5%, c'est donc un taux d'intérêt qui est inférieur au taux d'inflation. Et la croissance des revenus des ménages, des revenus réels des ménages, donc des revenus hors inflation, elle est de 9%. Alors Jacques Sapir, je voulais aussi qu'on parle, les chiffres que vous donnez sont intéressants, puisque ce que vous dites, c'est du jamais vu pour l'État russe, pour l'histoire russe, cette relance, cette santé de la population russe qui revient, qui se met à consommer, qui se met à exister, qui se met... Poutine, faut le reconnaître, même pour ses détracteurs, a réussi la prouesse de remettre, on le savait, la Russie au sein de l'échiquier international, mais en interne, il crée un peuple russe plutôt satisfait et riche, au sens large du terme. Oui, certainement. Alors, nous sommes tous d'accord, la population russe est encore pauvre. Elle est encore pauvre par comparaison aux pays les plus riches. Et c'est toujours avec ces pays qu'on fait la comparaison. On fait la comparaison avec la France et avec l'Allemagne. Le PIB par tête reste toujours inférieur au PIB par tête de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Mais il y a une montée en puissance, si vous voulez, de la richesse de la population. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Il y a une réduction, encore faible, mais il y a une réduction tout à fait nette des inégalités. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et surtout, on voit que, si vous voulez, la politique économique, la politique sociale du gouvernement a ciblé aujourd'hui les couches qui étaient les moins favorisées, qui étaient les plus pauvres en réalité, et que cela a un effet. Effectivement, le taux de pauvreté diminue. Alors,
Il diminue aussi parce que c'est le plein emploi en Russie. Vous avez parlé du chômage. Effectivement, on est à 2,9% de chômeurs, et quand on analyse la structure de ces 2,9%, on se rend compte que c'est à 90% ce que l'on appelle du chômage frictionnel, autrement dit des gens qui démissionnent d'une entreprise pour être embauchés dans une autre entreprise où ils trouvent que les salaires seront plus importants, ou peut-être que l'entreprise est mieux située par rapport à leur domicile, ou peut-être que les conditions de travail sont plus intéressantes. Bon, il y a plusieurs critères qui interviennent. Et donc, pendant ce temps, si vous voulez, pendant le temps où ils ont quitté la première entreprise et avant d'être embauchés dans la deuxième entreprise, ils s'inscrivent au chômage. Bien. Mais donc ça, c'est très différent d'une situation où vous avez entre 7 et 9% de la population qui est au chômage, et où il s'agit d'un chômage de longue durée. De longue durée. Si les gens sont au chômage, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver un emploi. Alors, il y a un chiffre que je voulais discuter avec vous. C'est le taux de mortalité infantile. Alors, il était de 19 en 2000, il est actuellement à 4. Il est descendu à 4 en l'espace de 20 ans. Aux États-Unis, il est à 7. Alors, pourquoi il est intéressant, le taux de mortalité infantile ? Alors, mortalité infantile, c'est-à-dire des enfants qui viennent au monde et qui décèdent au bout de quelques heures, voire quelques jours, à cause peut-être des... De 0 à 1 an. C'est de 0 à 1 an. Voilà, de 0 à 1 an. Et on le voit qu'au bout de 20 ans, il était à 19, donc il est descendu à 4. La mortalité infantile est un des indicateurs, si on veut, de la santé d'une société, mais aussi c'est un des indicateurs du niveau de corruption d'une société. Et on voit les Russes, c'est l'UNICEF qui le dit, la Russie est mieux notée que les États-Unis d'Amérique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le chiffre de 2000 était désastreux. Il n'y a pas d'autre mot, si 19. Vous voulez. Bon, un chiffre de 19 pour 1000 est absolument énorme dans un pays qui était un pays développé. La Russie, c'était pas le Mali, c'était pas le Burkina Faso. Hein. Bon. Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a eu une diminution extrêmement importante de ce chiffre. Dans les grandes villes, comme Moscou, Saint-Pétersbourg, bon, etc., il est même plus bas. Il est même plus bas, et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le principal facteur d'inégalité de ce point de vue-là, c'est la localisation. Soit vous vivez dans des villes importantes, autrement dit, vous êtes pris dans cette Russie qui avance, dans cette Russie métropolitaine, soit vous êtes encore dans une Russie des petits bourgs, des bourgs ruraux, des villages, et là, effectivement, la situation peut être plus difficile. Mais globalement, effectivement, il y a une avancée très nette. Il y a eu aussi une réduction de ce que l'on appelle la petite corruption. Vous savez, c'est le fonctionnaire, le policier qui vous dit, voilà, je vais vous mettre une amende, mais si vous me payez à moi, plutôt que d'attendre de recevoir le papier de votre amende, elle sera moins chère. Bon, on connaît tous cela, et c'était des choses qui étaient extrêmement insupportables pour la population dans les années 2000 et les années 2010. Bon, ça a été cassé, mais vraiment cassé net, quand le gouvernement a décidé que désormais les amendes, et les amendes qui étaient faites donc par des fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires de police, bon, etc., seraient payées non pas aux fonctionnaires, mais seraient payées directement à la Sberbank. Alors, Oui, allez-y. Qui a fait disparaître cette petite corruption. Alors la Russie a tenu aussi, Jacques Sapir, par rapport aux sanctions internationales, on le dit, la Russie n'est pas tombée, n'a pas sombré. C'est aussi par un partenariat avec plusieurs pays, l'Inde par le biais des échanges avec le pétrole, le Kazakhstan à cause peut-être du matériel électronique, on peut parler de l'Arabie Saoudite, c'est une exception aussi, l'Arabie Saoudite qui sort de l'escarcelle des États-Unis d'Amérique pour faire des échanges malgré les sanctions, malgré la demande, les diktats peut-être des Américains. Alors on a voulu isoler la Russie, mais finalement c'est l'Occident qui se trouve isolé, non ? Oui, d'une certaine manière, oui. Alors, il y a un pays dont vous n'avez pas parlé, qui est un pays qui joue un rôle énorme. C'est la Chine. Aujourd'hui, le commerce chinois représente à peu près 23 à 25% du commerce international russe. Bon, d'ailleurs, le yuan est la monnaie la
plus utilisé sur la bourse de Moscou, 45%. Bon. Donc, oui, il y a la Chine. Après, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a l'Inde qui est en train de devenir un très gros partenaire commercial de la Russie. Vous avez d'autres pays, vous avez des pays africains, mais vous avez aussi des pays d'Asie, comme la Malaisie, comme l'Indonésie. Bon, et tout ça, évidemment, a, je dirais, contribué d'abord à amoindrir, puis à annuler complètement le choc des sanctions. Alors oui, le phénomène qui est important, si vous voulez, c'est que même des pays qui sont en désaccord avec ce que fait la Russie en Ukraine, qui ont condamné l'action de la Russie en Ukraine, par exemple l'Inde, par exemple la Turquie aussi, pays de l'OTAN, se refusent à appliquer les sanctions. Et donc ça veut dire que les sanctions ne sont appliquées que par un petit nombre de pays, grosso modo les pays de l'Union européenne, les États-Unis, auxquels il faut ajouter le Canada, même des pays comme le Japon et la Corée du Sud, qui sont très proches de ce bloc, n'appliquent qu'une partie des sanctions. Par exemple, des entreprises japonaises continuent de travailler en Russie avec des entreprises russes pour la construction de grands terminaux gaziers et de liquéfaction du gaz pour faire du GNL. Donc, même ces pays, pourtant très proches des États-Unis, n'appliquent qu'une petite partie des sanctions. Et donc, ça veut dire que non seulement les sanctions ont échoué, mais que c'est bien en réalité les pays occidentaux qui se sont retrouvés isolés. Ils se sont retrouvés isolés commercialement, mais c'est encore plus important, ils se retrouvent isolés dans leur capacité à faire partager leur narratif de la situation au reste du monde. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple la presse indienne, vous voyez que cette presse indienne ne partage pas du tout le point de vue de la presse américaine, française ou allemande. Alors vous avez écrit un livre, Jacques Sapir, il y a quelques années, qui m'a marqué particulièrement et personnellement, qui s'appelle toujours La démondialisation, où vous racontez comment la Russie, au lendemain de l'effondrement soviétique, même après les années Helsinki, a résisté aux sirènes du FMI. La Russie avait besoin urgemment de prêts pour sa relance, la Russie qui était moribonde. Mais est-ce que, je vous pose la question, est-ce que la Russie n'incarne pas finalement un modèle de souverainisme contre la mondialisation qui est l'autre nom finalement de la colonisation américaine? Allez, on va le dire comme ça. Est-ce qu'elle ne crée pas un modèle? Oui, ce que vous dites là n'est pas faux du tout. Effectivement, il faut constater que la Russie a bien réussi à défendre sa souveraineté. Alors bon, la souveraineté a été très contestée des années 1991 à 1999. Vous savez, le premier retour à la souveraineté russe, c'est en 1999, sous Yevgeny Primakov, qui était alors Premier ministre, quand il y a eu l'opération au Kosovo, l'opération de l'OTAN au Kosovo, et que Primakov, qui partait pour un voyage aux États-Unis, a fait faire demi-tour à son avion et est revenu en Russie. Ça a été un signe extrêmement important, et on peut dire que toute la politique de Vladimir Poutine s'est coulée en fait dans la continuité par rapport à cette politique de Primakov. Et aujourd'hui, là aussi, vous avez raison. Je pense qu'il y a de très nombreux pays de ce qu'on appelle désormais le Grand Sud ou le Sud global. Bon, on voit bien ce dont on parle. Il y a un grand nombre de pays qui peuvent dire, bon, peut-être que les Russes ne font pas des choses justes en Ukraine, on peut avoir nos doutes, mais d'abord, on considère que c'est une histoire entre Russes et Ukrainiens, donc on ne voit pas pourquoi nous, Égyptiens, nous, Nigérians, nous, Kenyans, ou nous, Malaisiens, etc., on va prendre parti dans cette affaire, et surtout, ils considèrent que la Russie est un exemple en matière de défense de la souveraineté. Et ça, c'est important parce que cela, la Russie le partage avec les pays des BRICS. On sait très bien que la Chine est très sourcilleuse sur sa souveraineté, et on peut la comprendre. L'Inde est en réalité un pays qui est très sourcilleux de sa souveraineté. Le Brésil cherche à recouvrer sa totale souveraineté. L'Afrique du Sud, elle, l'a recouvrée. Et puis les pays qui sont rentrés
au 1er janvier de cette année dans les BRICS, évidemment aussi. Donc, je pense que la Russie apparaît aujourd'hui symboliquement, et ça c'est un point très important, apparaît symboliquement comme le pays qui incarne la souveraineté, qu'il s'agisse de la souveraineté politique ou qu'il s'agisse de la souveraineté économique. Jacques Sapir, on arrive malheureusement à la fin de notre rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. Vraiment, toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. L'échiquier international est maintenant terminé. L'info continue sur Al24 News. Sahaf Tolkoum, et je vous dis à demain.